On est parti? Allez, bonsoir. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trompé de salle, vu que vous aviez bien vu que c'était un talk sur le Hipsterlight. C'est faux. Moi, je m'appelle Colin Damon, je suis développeur dans une petite société qui s'appelle Idem. J'aime bien les trucs qui finissent en DD. Je suis organisateur au Software Crafter Lyon, une association qui organise un événement par semaine. 3 sur 4 sont en ligne, donc vous pouvez nous rejoindre si vous voulez sur notre Discord. Et là, on est en train d'organiser une conférence qui s'appelle Xcraft et qui aura lieu le 3 novembre. Ça va être bien, faut viendre. Et sinon, j'aime bien la bière et le métal. Et globalement, voilà les principaux trucs qu'il faut savoir sur moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai la chance d'être le premier développeur d'une startup qui s'appelle Higher Desire. Donc si vous avez la chanson en tête à partir de maintenant, de rien. Voilà le pitch globalement commercial de cette startup. C'est votre gestionnaire d'embauche, de process, de machin, et donc bon, c'est une start-up, donc forcément ils vendent des choses, ils vendent des features, donc le tracking de qui en est où dans son process de recrutement, etc. Je vais quelque part avec ça, hein, vous inquiétez pas. Ils vendent un dashboard unifié, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est une start-up, donc il y a un dashboard unifié forcément, c'est obligatoire. Il y a les comptes unifiés, donc ça j'ai compris un peu, parce qu'en fait les recruteurs, comme ils ont leur compte LinkedIn, leur compte Welcome to the Jungle, leur compte Instagram, leur compte machin, c'est un peu compliqué pour eux de tout gérer, donc ils vendent ça. Ça fait longtemps qu'ils cherchent des fonds, donc ils vendent un espace dans le métaverse pour faire des recrutements, parce qu'il faut bien lever des fonds à un moment, donc le métaverse. Ils vendent à l'envoi de messages. Vous avez probablement toutes et tous reçu « Bonjour, first name ». Voilà, donc eux, ils veulent un truc un peu bien sur ça, mais c'est vraiment la base de leur boulot, cette prise de contact avec des messages automatisés. Ils vendent les rappels automatiques qu'il faut relancer les gens, machin. Ils vendent le calcul des bonus, donc les gens qui font du recrutement sont beaucoup payés au bonus. Donc à la fin, on a le calcul en fonction des objectifs de machin. Le salaire de Michel, ça va être ça. Et enfin, comme ils sont toujours en train de chercher des fonds, il y a un assistant d'IA, parce que pour avoir des fonds en 2023, il faut quand même mettre de l'IA. Globalement, voilà le pitch, dans les grandes lignes, en tout cas, où ils en sont. Et donc, moi, je suis le premier dev. On va devoir démarrer ça. Et donc, mon objectif, ça va être de trouver une première feature. Un premier truc que je peux faire et qui va me permettre d'avancer. Je vais chercher une feature qui peut être faite rapidement, genre jour 1. Jour 1, j'arrive, j'ai rien, et je veux pouvoir commencer quelque chose, itérer. Je veux une feature qui apporte de la valeur aux utilisateurs. Si c'est des thunes, c'est bien, donc je vais chercher un peu plus les trucs qui apportent les thunes parce qu'on aime tous l'argent. Voilà, si je vais chercher quelque chose qui apporte de la valeur, je vais faire un pari, je vais chercher quelque chose qui a des bonnes chances de rester. C'est un pari, c'est pas très grave. Je vais pas chercher très longtemps, oui, mais ça, est-ce qu'on est sûr, etc. Non, ouais, ça, je pense, ça reste, pas de problème. Et surtout, je vais chercher une feature qui va m'apprendre des choses, qui va me permettre de découvrir leur métier, qui va me permettre d'en savoir plus. Je préfère faire une feature, itérer dessus et qu'ils me disent c'était pas ça, t'as rien compris, mais j'ai passé moins d'une journée à faire ma première feature et j'ai un vrai retour, que passer 8 jours en réunion pour faire aussi une connerie. Donc vraiment, l'objectif c'est de chercher quelque chose, de chercher une feature qui m'apprend des choses. Donc regardons nos candidats pour les features. Évidemment, la story 1 de tous les backlogs, c'est forcément la bonne. S'authentifier. Je vais rien apprendre. Enfin, franchement, je vais y arriver à faire une authentique. J'ai confiance en moi et en mes nakamas et en tous les services web qui me vendent des authentiques. Je n'apprendrai rien à faire une authentique. Je ne vais pas commencer par l'authentique. Ça ne m'apprend rien. Et en plus, c'est même pas une feature, il n'y a pas de valeur. Personne ne veut s'authentifier sur un site, sauf si je suis en train de créer un système d'authentification, mais personne ne veut s'authentifier sur un site. C'est une contrainte qu'on a, c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Mais on ne veut pas faire ça, ça n'a aucune valeur l'authentification, ce n'est qu'une contrainte. Bien. Feature suivante, le calcul des bonus. Pour eux, c'est vraiment important, il faut calculer le bonus des gens à la fin d'année. Ah, là, c'est un peu les problèmes. Hein. C'est loin, commencer loin. Il y a beaucoup trop d'inconnus en l'état. J'ai les inconnus connus et les inconnus inconnus. Donc non, c'est pas une bonne première feature. Continuons d'aller dans le backlog. Sauvegarder un template de messages. Donc là, on revient sur leur histoire d'envoyer des messages templatisés aux gens. Et donc, j'ai une feature, sauvegarder un template de messages. Donc ils ont des différents formats de messages, ils veulent sauvegarder. Sauvegarder n'est jamais
une feature. Personne ne veut sauvegarder quelque chose, ça n'apporte de la valeur à personne. Parce que sauvegarder, je ne sais pas ce que je vais en faire, donc j'ai à peu près aucune chance de le persister d'une manière facilement utilisable. J'ai besoin de savoir à quoi ça va me servir pour pouvoir le persister d'une manière cohérente, pragmatique. Donc sauvegarder n'est pas une feature, mais comme je leur explique ça, ils creusent un peu, ils me disent « pas de problème ». Nous, notre première feature, c'est l'éditeur de template. Parce que je leur ai dit « sauvegarder, c'est pas bon ». On leur a triché un peu, ils me disent « on va faire l'éditeur de template ». Eh ben non, parce que l'éditeur de template, là, tout de suite, il n'a pas de valeur. Parce qu'avec mon éditeur de template seul, ben, je fais rien. Je fais rien, je rends aucun service. Une fois que j'ai un éditeur de template, ben, je peux éditer des templates. Je suis franchement vachement content. Donc je n'en ferai rien. Aussi étrange que ça puisse paraître, cet éditeur, je n'en ai pas besoin. Je peux très bien leur demander, ok, c'est quoi les messages que vous avez actuellement, je vais les rentrer en dur, et on commencera avec cela, et vous n'avez pas d'éditeur. Et ça me permettra de voir quels sont les vrais besoins dans les messages, pour faire un éditeur qui sera vraiment adapté à ça. Ah, générer des messages. Générer des messages, donc ils veulent des templates, des machins, remplacer des variables dedans, et les envoyer sur différents médias. Franchement, c'est pas parfait, mais ça a de bonnes chances de rester. Ça va m'apprendre des choses sur comment ils font des messages, qu'est-ce qu'ils appellent un message, qu'est-ce qu'ils appellent un template. Je vais pouvoir le faire rapidement. En vrai, c'est un candidat OK, allons-y, quoi. Je cherche pas le candidat parfait, je cherche pas une feature idéale, je cherche un truc OK. Ça me paraît être un bon pari. Ça fait 6 minutes 30 que je vous parle, donc voilà, c'est une bonne intro. Regardons un peu notre feature choisie. On me dit de générer des messages depuis des templates et un contexte. Okay, donc un message, c'est ce qu'on va envoyer au candidat sur différents médias. Un template, ben pour l'instant, c'est du texte avec des variables entre moustaches. Donc les moustaches, c'est des doubles accolades comme ça. Là. Le contexte, c'est les informations de où je suis quand je vais envoyer le message. Pour le moment, il me parle juste de paramètres à remplacer dans le template. Et les paramètres, ben, c'est des clés et des valeurs. Voilà globalement notre terminologie métier, les trucs qu'on va manipuler sur cette première feature. Ok, bon, ça fait 7 minutes que je parle, à un moment ça va bien aller. Donc là on rentre dans le moment où ce n'est plus ma responsabilité, puisque c'est la démo. Donc je vais faire un truc, et si ça marche pas, c'est votre faute, parce que c'est vous qui devez surveiller. C'est bien dit comme ça ou pas? C'est un bon compromis. Donc là, ce que j'ai, c'est que je suis sur un repository cloné de JHipsterLite. C'est-à-dire que j'ai fait git clone du projet JHipsterLite. Et JHipsterLite est un projet qui est pensé, qui est fait pour être utilisé comme ça. Aussi étrange que ça puisse paraître, ça a beau être une appli web, il est fait pour être utilisé comme ça. Vous le clonez, vous le démarrez en local, on fournit le wrapper Maven, il vous faut juste un JDK, vous faites /mvnw, ça démarre. Alors la première fois, ça téléchargera des trucs, là moi je les ai déjà, mais c'est ce qui va se passer. Et ensuite, vous allez sur l'application JHipsterLite, et vous allez arriver sur un truc comme ça, un peu bizarre, qui fait un peu peur. Ce qu'on a ici, en fait, c'est une carte des modules disponibles dans JHipsterLite. Chaque carré, ici, init, infinites filter, c'est un module. C'est-à-dire que quand je vais le sélectionner, ça va faire des choses sur mon projet, ça va modifier des fichiers, ça va créer des fichiers, ça va ajouter des dépendances. Les modules ont des dépendances entre eux, donc comme on est sympa, on en a créé un graphe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon disque, en local, je vais me faire un petit dossier Volcamp. J'aurais pu le faire directement dans JHipsterLite, mais voilà. Je vais me faire un petit dossier Higher Desire. Pardon. Ça va être terrible. Oui, je sais pas taper PWD, mais bon, ça après c'est un autre débat. Ça va être long la partie live coding si je fais autant de typos. Et je vais rentrer mon chemin ici. Ok, donc là je vais aller faire des choses sur disque. Pour l'instant, franchement, je veux une appli Java. Vous avez vu, ça sélectionne ceux dont il y a besoin avant. Et je vais juste me mettre ça ici, c'est un petit truc qui filtre pour mon runner de test. Globalement, j'ai sélectionné 4 modules sur la petite centaine de modules qui est disponible en open source sur JHipsterLite. Je ne vais pas vous parler des 100 modules, parce que ce serait long et chiant. Je vais juste vous parler d'un module un peu particulier qui est celui-là, Custom JHipsterLite. C'est un module JHipsterLite pour générer un JHipsterLite pour votre entreprise. Comme ça, vous pouvez avoir un JHipsterLite dans lequel vous mettez vos modules, vous mettez vos générateurs de code, vous mettez vos trucs, mais qui ne seront pas open sourcés, c'est à vous, c'est votre générateur.
Et donc vous avez votre instance de JHipsterLite pour vous avec vos modules custom. Je l'utilise chez certains de mes clients, c'est franchement pratique. Parce que on ne peut pas tout faire avec des dépendances, avec des libs maison. Des fois on a besoin d'ajouter des confs, on a besoin de faire et du front et du back et du machin et du truc. Voilà. Franchement c'est pratique. C'est une solution qui marche bien. Là on est sur la vue landscape. Il y a la vue patch qui vous permet de juste appliquer un module, même s'il est loin dans le landscape, mais sur un projet existant. En gros, il applique le module, et s'il n'y arrive pas, il vous met un message qui dit qu'il a échoué lamentablement. Et voilà, donc vous pouvez utiliser JHipsterLite comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais choisir ce dont j'ai besoin là, à l'instant T. Là, moi, j'ai besoin de faire du Java. Mais quand je vais avancer, que j'aurai besoin d'autres éléments d'infrastructure, je relance mon JHipsterLite, je remets le chemin vers mon appli et je choisis les modules suivants dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de faire mes choix de technologie au jour 1 de mon projet. Je les ferai quand j'en aurai besoin. OK ? Donc là, je vais rentrer un peu des propriétés en fonction des modules que j'ai sélectionnés. Il me demande de rentrer des trucs. On est à Volcamp et on va se faire un petit truc ailleurs. Voilà, rien d'incroyable. Je rentre le nom du projet, je rentre des trucs comme ça. Voilà, je dis que j'applique mes modules, ils sont appliqués, youpi, et là j'ouvre mon IDE. J'utilise Eclipse. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Eclipse, évidemment, vous utilisez l'IDE de votre choix. J'utilise Eclipse, c'est un choix personnel, pour une raison très simple, qui est le module que vous voyez en bas à gauche, qui ici dit Waiting for Changes, qui va passer en vert et en rouge, et qui en fait est mon runner de test, et qui watch automatiquement les tests unitaires liés au code que je suis en train de modifier. Je veux juste vérifier si c'est assez gros quand c'est écrit comme ça pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut que je zoome? On est bon? Ok. Donc là, j'ai une série de warnings sur l'appli générée, c'est très simple, c'est mon IDE qui est un peu strict sur un truc dont je me fous. Il me dit que j'ai pas de serial ID sur mes exceptions, c'est bon, laisse-moi, tranquille. Et voilà, j'ai mon projet qui est bootstrappé, ça m'a fourni des choses, j'ai pas pris beaucoup de modules, mais si on regarde, c'est des trucs que j'ai pas envie de faire à main, franchement. La configuration du POM, là, comme ça, pour avoir les coverage, les machins, les trucs, j'ai déjà gagné du temps. J'ai déjà de la documentation pour utiliser le code, etc. Voilà. C'est un bootstrapper, en tout cas, à cette étape-là. On va maintenant commencer à faire notre code, à faire notre code métier. Et ça fait 12 minutes 30 que je parle, c'est OK. J'ai pu assez rapidement commencer quelque chose, avoir quelque chose qui fonctionne. Le code, je vais le faire en test-driven development. Donc le test-driven development, c'est globalement 3 étapes. On va commencer par une étape rouge, c'est-à-dire que soit ça compile pas, soit mon test il passe pas. Je vais écrire un test qui passe pas. S'il compile pas, il passe pas. Ensuite, je vais faire le code le plus simple, la chose la plus simple pour passer au vert, c'est-à-dire le truc le plus absurde et stupide pour tout droit passer à vert. Mon code compile, mon test passe. Puis, quand je serai au vert, je vais pouvoir refactorer, c'est-à-dire retravailler mon code pour qu'il soit plus clair, plus performant, plus tout ce qu'on veut. Et je vais faire cette itération-là. C'est une itération qui, au quotidien, prend 1 minute, 2 minutes. Pas plus. C'est extrêmement rapide. J'écris un test, je fais il est rouge, je fais la manière la plus simple de le faire passer au vert, et je refactor. Et je vais me laisser guider comme ça par mes tests pour faire apparaître mon design sur les petits éléments. C'est du test-driven development. L'objectif, c'est pas de faire les tests puis de faire le code, ça c'est test first. Ici, l'objectif, c'est de me laisser guider par mes tests pour faire mon code. C'est bien mes tests qui demandent de faire mon code. Il y a globalement 3 règles quand on fait du TDD. On n'a pas le droit d'écrire du code de prod à moins que ce soit pour faire passer un test qui passe pas. Okay, règle numéro 1. Règle numéro 2, on ne doit pas écrire plus de code dans le test que ce qui est nécessaire pour que le test soit rouge. Je ne veux pas écrire plus que ça. Règle numéro 3, dans mon code de prod, je n'ai pas le droit d'écrire plus que juste ce qui est nécessaire pour que le test passe au vert. Voilà mes 3 règles de TDD. OK. En ayant ça en tête, on va venir ici, on va commencer à faire notre code. Donc, l'idée, c'est que je vais me créer un petit package. Je vais l'appeler message.domain. On verra peut-être, selon le timing, tout à l'heure ce que ça veut dire et pourquoi c'est rangé là. Et je vais me créer un template test. Je vais l'annoter unit test. C'est une annotation qui est dans mon code. JHipsterLite n'a pas de dépendance, n'a pas de truc comme ça. C'est mon code. Une fois que c'est généré, c'est mon code. J'en fais ce que je veux. J'ai pas de dépendance à aucun truc JHipsterLite. Ça reste mon code.
Et unit test, c'est une annotation de marquage, puis qui reformate un peu le nom des tests. Enfin bref, pas très intéressant. Et donc je vais écrire le premier cas de test sur mon histoire de templating de message. Should build message without parameters. Parce que pourquoi pas, ça me paraît plus simple de faire un message qui n'a pas de paramètres à remplacer qu'un message qui a des paramètres à remplacer. Donc ça a l'air d'être un bon premier cas. Et donc je vais faire un template, je vais dire bonsoir. Parce qu'on est poli, on dit bonsoir. Donc là, j'écris du code, il est rouge, il compile pas. Pas de problème, je vais aller créer l'implémentation, je vais commencer à initialiser des choses pour que ça marche. Ça compile toujours pas parce que il me manque un constructeur, donc je vais mettre la valeur dans mon record, là ça passe. Ce que je vais faire, c'est que, alors ça, il y a un débat que je n'aurai pas ici. Moi, je vais vérifier les données en entrée de mon code, et je le teste pas unitairement, ce truc-là, ces assertions. Donc la partie assert, elle est fournie par JHipsterLite. Vous voulez les faire, vous voulez pas les faire, vous voulez tester unitairement, pas unitairement, on en parle après si vous voulez, mais c'est un peu long, ça rentre pas. Moi, je vais le faire comme ça, ici. Ok, je suis vert. Bon, bah avançons. Je vais prendre mon template, et puis je vais aller dire que, que ce template .message. Alors là, je vais prendre un peu d'avance, je vais tout de suite lui passer un contexte. En vrai, en TDD très très strict, je ne donnerai pas le contexte tout de suite, parce que j'en ai pas besoin, mais il m'en parle quand même pas mal, mes métiers, qui a le contexte, etc. Donc je vais tout de suite faire apparaître mon contexte. Encore une fois, on peut, en TDD strict, si j'ai le moindre doute sur le fait que j'en aurais besoin, je le ferai pas à ce moment-là. Et je me fais une petite variable dans mon contexte pour avoir un contexte vide, parce que bah là, c'est ce dont j'ai besoin, et j'exprime le fait que je demande un message avec un contexte vide. Ok, bon bah ici c'est rouge, faut que je crée ma méthode qui va avec, donc je me laisse guider toujours. Et ça doit renvoyer des messages, ok. Je vais renommer ça aussi, ces contextes. Je rappelle, à partir de là, moi ça peut plus être ma faute. Si un truc qui marche pas, c'est forcément votre faute. On est tous ok avec ça, c'est bon? C'est lâche ou pas? Je me rends pas compte. Ouais, je meuble pendant que je fais des trucs pas marrants. Tac, donc je vérifie le contenu de mon message, tout va bien, je suis content, superbe. Ici, j'ai un to-do. Donc là, en fait, comme je savais que j'allais pas être guidé par une compilation ou par un test en erreur parce que j'ai pas mis mon assertion, parce que je suis trop feignant pour taper is equal to, je veux que mon IDE il me l'auto-complete, je me laisse un to-do, comme ça je l'oublie pas. Et donc ça, je veux que ce soit un message. Bonsoir. Parce que c'est complètement ça que je veux. Là, mon test est en erreur. On le voit ici en bas et on le voit ici comme une erreur de compilation. C'est mon runner de test qui lance mes tests. Je les lance pas à la main. Je n'ai pas le temps, moi. Et donc, l'idée, c'est que là, je vais juste vérifier mes informations en entrée. Et je vais renvoyer un nouveau message de ma value. Mon test passe au vert. Je suis content. Je peux passer à la suite. J'ai fait une première itération. J'ai peut-être pas fait grand-chose apparemment, mais en fait, j'ai fait apparaître toutes mes notions métiers. J'ai fait apparaître tous mes trucs métiers, tous mes termes métiers, je les ai là. Donc je suis content, ce premier test est intéressant. Bon, maintenant on s'amuse, mais il est temps de parler des vitesses de TDD. Parce que là, j'ai fait du TDD globalement en première. J'ai fait du TDD à peu près by the book, j'ai juste gagné du temps sur cette histoire de contexte. Mais en fait, des vitesses, on en a plusieurs. On va pouvoir avancer, sauter des étapes, faire des boucles un peu plus longues, etc. Et c'est tout à fait ok de changer de vitesse, de dire ok, là je me lance dans un truc un peu plus gros parce que j'ai une très bonne confiance dans ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment un taux de confiance très élevé sur le fait que je vais réussir à mener cette boucle à bien, je vais réussir à faire quelque chose de bien. Bien sûr, quand on apprend en première, on apprend tranquille. Mais quand on commence à connaître, on a le droit de changer de vitesse. Il faut juste garder en tête qu'on n'est plus en première. Et que si jamais on est en train de se perdre, qu'on est en train de faire des trucs qui vont pas, il ne faut pas se battre. On reverte ce qu'on a fait, on revient en première, on revient dans une vitesse plus petite, on a sauté trop d'étapes. Ça vaut vraiment pas le coup de se battre. C'est beaucoup plus intéressant de « Ok, je suis arrivé là, je pensais que ça passait, ça passe pas, mes itérations elles commencent à faire 4 minutes, 5 minutes, ça fait 6 minutes que je suis rouge, ça va pas du tout, je reviens en arrière, je ralentis, je repasse dans des petites vitesses. » Ceci étant dit, pour la démo et pour que ce soit un peu intéressant pour vous, on va souder le machin
au métal, je vais sauter plein d'étapes. Concrètement, ça veut dire que si vos boucles de TDD ressemblent à celles que je vais faire là, vous êtes probablement dans des vitesses un peu trop élevées au quotidien et vous n'êtes pas tout à fait assez guidé. Ok? Allez. Donc là, on va tout de suite dire should build message with parameters. Ok? Donc là, en fait, je veux un message. Je vais me faire un nouveau template. Je vais dire bonsoir name. Bienvenue à... bienvenue. Ouais, ça c'est le risque. Hein. Location. Ok? Donc là, j'ai pas tout à fait utilisé les mêmes formalismes sur mes moustaches et tout, c'est volontaire. C'est parce que je suis en train de sauter 150 étapes. Hein, tout va bien. Et normalement, j'aurais eu les différentes étapes. Donc mon template, voilà. Et ce que je veux, c'est de dire que mon template... Pardon. Pénible, ça. Point message. Et cette fois, je vais vouloir un contexte avec des trucs. Donc je vais me créer un builder de contexte. Je vais dire que dedans, je veux mettre un name, je m'appelle Colin. Je veux mettre une location, je suis à Volcamp. Oula, je suis désolé, messieurs les orgas, c'est une typo, voilà. Et donc là, tout va bien, il n'y a plus rien qui compile, je suis content, je suis rouge. Donc là, j'oublie pas de me mettre un petit to-do ici, parce que je me suis pas fait mon insertion, sinon je vais l'oublier, je me connais. Hein. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer un context builder. Je vais me créer une petite classe de context builder ici. On va la renvoyer là. Comme je suis un peu psychorigide, on va mettre le constructeur privé pour forcer à passer par la static factory. Ici, je reviens, je suis toujours guidé. Je reviens au rouge. Donc là, je suis à ce point-là feignant. Je vais lui dire return void pour lui dire ici return this pour demander à mon IDE de corriger. On en est là. Hein. Franchement, on en est là, c'est catastrophique. Key value, pour l'instant, je laisse un to-do, je sais pas trop de quoi j'ai besoin là-dedans. Je vais me mettre ma méthode build, et ma méthode build, elle va me renvoyer un nouveau contexte en prenant en paramètre mon builder. Comme ça, je peux mettre ce constructeur ici, private. Ici, je peux dire que ça s'appelle builder. Là, je suis rouge parce que ici, ça compile plus. Pas de problème, je vais builder ça, je suis de nouveau vert. J'ai rien testé, donc c'est facile. Ici, c'est pas très lisible, donc je vais m'autoriser un refacto vert qui est un peu bizarre parce que j'ai un to-do, mais je vais quand même le faire parce que je me dis que si j'extrais ça dans un Volcamp contexte, j'y verrai quand même vachement mieux. Et donc là, je peux dire que c'est égal à mon nouveau message de bonsoir Colin, bienvenue à Volcamp. Donc là, pareil, hein, c'est votre responsabilité hein, s'il y a des typos et tout. En plus, vous ne pouvez même pas les lire, c'est incroyable. Et donc là, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai une step qui fonctionne pas. Donc je vais partir de mon besoin. C'est mon template qui a besoin de créer mon message. Donc je vais me mettre dans mon template et je vais demander... donc là, je réfléchis un peu à mes responsabilités. Donc là, je vais demander à mon contexte de me donner mes parameters. Je décide qu'un stream de parameters, ça me plaît bien. Ça me paraît être une méthode sympathique. Donc bien sûr, paramètres, ça n'existe pas. Je vais aller créer un record. String key, string value. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'histoire d'un mec qui saute d'un immeuble, qui dit jusqu'ici, tout va bien. Pardon. Ok, je vais vérifier mes valeurs. Pareil, hein, je suis pas psychorigide, mais si je le fais pas, après je suis pas bien et tout. Je dors pas la nuit. Je galère à taper hein, sur le clavier de portable. Hein. Il y a beaucoup de typos qui passent. Hein. Je suis désolé. Donc ici, ça compile plus. Tout va bien. Donc là, je vais dire que ça renvoie parameters.stream. Ok, il va me dire parameters, ça n'existe pas. Ben, c'est pas grave. Je vais me créer un petite collection ici. Puis ben, va falloir l'initialiser dans le constructeur d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc on va dire que parameters égale build parameters. Je suis en train de sauter tellement d'étapes. Ça va. Vous pouvez pas partir, de toute façon, les portes sont fermées. C'est une très bonne... merci aux orgas d'ailleurs pour ça. Hein. C'est vraiment une astuce intéressante en tant que speaker. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pratique. Voilà, donc là, ben ça, ce serait vachement bien que je le peuple.
Donc on va dire que je veux key value dedans, voilà, ici c'est toujours rouge, je suis toujours guidé par, j'ai toujours un truc rouge quelque part, un truc qui compile pas, un test qui passe pas, donc là je suis guidé, il n'y a aucun problème. Tac, bon là rien de fou, j'ai pas suivi, il y a eu une vanne mais je l'ai pas, je suis désolé. Hop. Et voilà, et on arrive au moment où lui il a plus de to do, il a plus de bleu, il a plus de rouge, donc ça veut dire que j'ai été capable de fournir mes paramètres, en tout cas j'imagine. Maintenant que j'ai été capable de fournir mes paramètres, il va falloir que j'aille les remplacer dans mon message. Bon bah à partir de là c'est assez simple, hein. C'est une réduction. Alors le c'est assez simple, je vais essayer de voir vos réactions quand même à ça, pour voir s'il y a des gens qui sont très malheureux. Prévenez hein, si vous êtes très malheureux, ça n'en vaut pas la peine. Sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est que du code. Voilà, donc là c'est le moment où franchement faire un live coding où il faut écrire une regex, c'est pas forcément l'idée du millénaire en termes de lisibilité, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer une regex avec la clé de mon paraméteur. Oula, je fais que des bêtises. Et des moustaches autour, et j'ai potentiellement des espaces. Et donc ce qu'il y a là-dedans, je vais le remplacer par la valeur de mon paramètre. Donc là je suis joie et bonheur, ça fait des trucs, mais c'est toujours rouge pour une raison très simple, c'est que ça j'en ai rien fait. Je vais simplement le stocker dans mon message et le renvoyer ici. Et si j'ai de la chance c'est vert, c'est la fin de ma step beaucoup trop grosse. Ne faites pas de TDD comme ça, c'est pour la démo. Cette cascade est réalisée par un professionnel, c'est-à-dire que je gagne ma vie en faisant ça. C'est la définition de professionnel, ça veut rien dire d'autre. Ok, maintenant j'ai du code parfaitement lisible, je suis super content. Donc là, je vais dire que ça, c'est keep first. Si vous faites pas de Java, vous inquiétez pas, c'est un truc bizarre de Java sur ce Radius. Tout va bien, tout est... tout va bien. Ça, c'est replace parameter, parce qu'on va essayer de s'y retrouver un peu quand même, parce que là, surtout avec l'écran écrit en gros comme ça, c'est très très compliqué. Ça, on va dire que c'est paramètre regex. Voilà. Puis on va se mettre des petites constantes pour ça. Donc ça, c'est la fin d'une moustache. Ça, c'est le début d'une moustache. Hop. Et franchement, quand je regarde ce code, pour le temps que j'ai, etc., ça me va, ça fait le taf. Ouais, on peut faire mieux, oui, on va pouvoir faire d'autres choses. Mais déjà, avec ça, je vais pouvoir apprendre des choses. Je peux même commencer à lire les tests unitaires avec mes experts métiers, leur demander « Ah ouais, c'est ça, machin ». Déjà, à cette étape-là, je peux découvrir qu'en fait, c'est pas du tout ça pour eux. Qu'en fait, il n'y a pas un message, mais qu'il y en a un par SMS, un pour LinkedIn, un pour Instagram, et qu'un template, c'est pas... Mais en fait, je ne le sais pas à l'avance. Ce sera beaucoup plus facile à valider comme ça. Et leur demander, est-ce que c'est la première version? Est-ce que cette première version t'apporte déjà quelque chose? Ok, c'est bien gentil le code comme à l'école, parce que c'est ce qu'on vient de faire, là, on a fait du code, il me convient, etc. Mais maintenant, il faudrait réussir à en faire une appli, quoi. Donc globalement, ce qu'on a fait, dans certains milieux, on appelle ça un domain model. L'objectif, ce domain model, ça va être de l'exposer sur les internets mondiaux, et potentiellement d'appeler des fichiers, des mails, d'autres internets mondiaux, des bases de données, des choses comme ça. Donc, on va rajouter un peu de câblage dans tout ça, un peu de couches pour faire ça. Pour exposer à d'autres gens, on va appeler ça des adapteurs primaires. On va mettre une couche d'application service qui va faire une orchestration très simple, et puis on va s'appuyer sur des adapteurs secondaires. Je ne vais pas creuser énormément cette partie-là, parce que si vous voulez creuser, vous revenez dans cette salle sur la dernière session d'aujourd'hui, vous aurez beaucoup plus de détails sur l'architecture hexagonale, qu'on appelle aussi architecture port et adapteur, qui est une architecture qui a été popularisée par Alistair Cockburn. J'utilise une version qui n'est pas celle by the book de l'architecture hexagonale, puisque j'utilise une version avec un layer application qui me convient très bien côté back. Ce qu'il faut que vous reteniez sur cette architecture, c'est qu'en fait on s'en fout de cette architecture. Vous pouvez utiliser celle-là, vous pouvez utiliser la clean architecture, vous pouvez utiliser functional core, impératif shell, vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, tant que vous avez une architecture qui protège ce qui est au centre. Ce qui permet à ce qui est au centre de ne pas dépendre du framework, de ne pas dépendre des technologies. Le seul choix que vous avez à faire au centre, c'est votre langage.
Il n'y a rien d'autre au centre. Le domaine ne dépend de rien, et tout dépend du domaine. Mes dépendances vont de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous voulez plus de détails sur ça et sur comment faire ça dans un environnement Spring, j'ai écrit un article il y a quelques années, le QR code est là-haut. Mais vous pouvez aussi télécharger JHipsterLite, enfin cloner JHipsterLite. Et si on regarde ici, si on se déplace, plus on se déplace sur la droite, plus on va arriver à tout un tas de trucs qui s'appellent demi quelque chose. C'est une feature, bon c'est un catalogue de bières, hein, mais en archi-hexa documenté, donc vous pouvez vous générer une application et voir comment c'est fait. Et il y a un petit exercice avec, si vous voulez, dans la doc, il y a écrit on a voulu faire cette feature, mais on n'y allait pas, donc vous pouvez suivre l'exercice. On a persisté cette feature avec différents trucs et différents machins, donc voilà, vous pouvez avoir un exemple. Il y a bien sûr la doc, il y a un module ici pour faire la doc de l'archi-hexa, etc. Je ne vais pas forcément vraiment rentrer dans le détail là-dessus, parce que ce n'est pas l'objectif, mais si vous êtes curieuses et curieux de ça, vous pouvez y aller. Ok ? Je fais mon domaine, je fais mon code qui est important, je fais mon code métier que je peux relier avec mes experts métiers, je le mets dans une archi qui me va bien, et après, je le donne aux gens très vite, très vite. Il y a ce petit repo qui est ce projet avec un web service exposé, très simple. Si vous voulez d'autres choses, d'autres features que vous ne savez pas comment faire dans ce style d'architecture, pinguez-moi sur LinkedIn, pinguez-moi là-dessus, je les ajouterai, il n'y a aucun problème. J'ai juste mis le minimum qui me passait en tête pour que vous ayez un exemple, mais si vous en voulez plus, vous me demandez, je les ajoute. Oui, si, c'est bon. Hop. Une fois que vous êtes là, vraiment, j'insiste, donnez-le aux users. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, j'aurais dû réviser, mais quand vous lancez une startup, si la première version du produit que vous lancez, vous n'en avez pas honte, c'est que vous avez trop attendu. Genre vraiment, lancez-le, mettez-le dans les mains des gens, et c'est là où vous aurez des vrais besoins. N'attendez pas, ne faites pas de... Enfin, c'est pas les réunions qui vont vous aider, etc. Mettez-le dans les mains des gens, donnez-leur très rapidement, et là, vous aurez des vrais besoins. Et après, il faut itérer. Je leur mets dans les mains mon système de template. Ils disent, mec, pourquoi dans le contexte, il n'y a que les paramètres et que j'ai pas le contexte du candidat que je suis en train de regarder? Je viens d'apprendre plein de choses. Il me faut des fiches candidats, il me faut un contexte lié au candidat. Et en fait, je vais créer ma fiche candidat depuis un besoin, pas depuis ce qu'ils vont me raconter, qu'ils veulent l'avatar et machin. Je vais créer ma fiche candidat depuis, en fait, dans la fiche candidat, il me faut prénom, nom, machin, pour, voilà. Et je vais pouvoir itérer à partir d'un vrai besoin. Je récupère un vrai besoin, je récupère un truc qui leur manque, parce que le produit, ils l'ont dans les mains, mais il leur manque des choses. Je fais l'implème, rapidement, et je la mets en prod, le lendemain, ou le jour même, et je recommence. Et je recommence, et je recommence. Et... Ça, c'est pour la version facile. Ouais, c'est que ça. En tout cas, sur le papier. Je fais un tout petit quelque chose, je le mets dans les mains des gens, je récupère un besoin, je l'implémente, je leur donne, j'itère. Maintenant, pour que ce soit possible et pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse faire ça, il faut une excellence technique. Il faut que notre code base soit d'accord avec le fait de répondre au changement. Parce que ça va changer. Le besoin va changer. Les gens vont changer d'idée. On vous a dit bleu le jour 1 et on va vous dire camion le lendemain. Il n'y a aucun problème. C'est normal, c'est la vie. Votre code doit accepter le changement. Et donc pour ça, il vous faut une excellence technique. Parce que sinon, vous ne pourrez pas changer. Sinon, vous allez changer là, ça va casser là. Donc vous allez devenir frileux au changement. Vous allez vouloir rajouter des process de validation qui n'amélioreront pas la qualité. Merci Accelerate de l'avoir prouvé. C'est vachement plus facile de tenir ce discours maintenant qu'on a une preuve scientifique. Suivez tous ces... avoir cette excellence technique, c'est tout sauf simple. C'est pas quelque chose... on ne peut pas devenir expert de ces approches over the weekend. C'est pas possible, ça prend des années. TDD, ça s'explique en un slide et en 2 minutes. En vrai, juste TDD, il faut des années. Et TDD suffira pas. Parce que derrière, il va vous falloir du domain-driven design. Ça, c'est un monstre. Il va vous falloir tout un tas de choses de design. Il va vous falloir énormément de choses pour pouvoir atteindre ce niveau d'excellence technique qui va vous permettre de livrer plusieurs fois par jour de manière totalement sereine. De pouvoir changer d'avis tout le temps, et de répondre à ces changements. Je suis content, j'ai du temps, je vais pouvoir répondre à plein de questions et raconter des anecdotes au besoin. J'ai plein d'anecdotes. J'hésite toujours à les mettre, mais je suis trop content. Avant de passer aux questions, et avant que j'oublie,
Je suis organisateur des Software Crafters Lyon. Le 3 novembre à Lyon, on organise Xcraft. On va donner énormément de clés et plus pour justement cette excellence technique. Il y a 4 tracks sur ça. Je m'autorise à faire ma pub. Je regarde si je vais avoir des problèmes. Non, ça a l'air d'aller. Et si jamais vous voulez avoir les infos, ça c'est le lien de ce slide deck. Donc il y a tout dessus. Il est open source. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Et le code qui va avec aussi. Et je reviens aux questions. Ah, s'il n'y a aucune question, vous avez trop chaud aussi, hein, comme je vous comprends. Merci pour la conférence. Si on veut devenir bon techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire ? La réponse consensuelle ou ce que je pense vraiment ? Les deux. On peut couper au besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bon techniquement ? Il faut de l'émulation, il faut se laisser porter par les gens, il faut aller en meet-up, il faut aller en conférence, il faut lire des livres. Il y a des géants qui nous ont précédés, qui ont écrit des livres incroyables, qui ont créé des choses incroyables. Il faut faire très attention quand vous lisez des choses que vous n'êtes pas en train de lire une traduction de quelqu'un qui a très mal compris ce que c'était au départ. Regardez les sources, lisez XP, lisez TDD by example, allez à des conférences comme ça, allez à des meet-up. Ça, c'est la réponse, on va dire, cool. La réponse, ce que je pense vraiment, faut bosser, sa mère. Faut bosser tout le temps, travailler plus. Et ça marche. Ça répond ? D'autres questions, d'autres remarques, d'autres insultes ? Je vais leur faire du montage. Hein. Très clairement. Pas de questions, pas de remarques, pas d'insultes. Ça m'inquiète. Hein. Vous avez à ce point, c'est possible. Ah, bien sûr. Bien sûr. La question, c'est qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est ça la question. Hein. Quelle est cette chose ? Bien sûr. Il y a 3 signatures de... Donc, Redius, j'ai un flux de données et je vais les réduire à une donnée, globalement. Je vais les replier sur elles-mêmes. Redius, ça s'appelle Redius en Java et en TypeScript. Ça s'appelle fold-L en Haskell, même s'il y a une petite nuance. Ça s'appelle aggregate en C#, parce que j'ai couvert les principales technos. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en PHP. Redius. Tout va bien. L'idée, j'ai un flux de données et j'en veux une seule à la fin. En Java, on a 3 signatures pour faire des Redius. Une première signature avec un seul paramètre, qui est une bifonction, donc qui prend 2 arguments du stream et qui en fait un seul. Donc de 2, j'en fais un. Typiquement, j'ai 2 entiers et j'ai une opération d'addition. Donc c'est bon, je sais les mettre ensemble. Il y a une deuxième signature qui prend une identité et cette fonction de réduction. Donc la première signature, elle envoie un optional de mon résultat, parce que si j'ai pas d'éléments dans mon stream, j'ai un optional vide. La deuxième signature qui prend une identité, en fait, l'identité, c'est un élément neutre. Par exemple, c'est 0 si je manipule des entiers. Et donc je peux rajouter des trucs sur 0, ce qui fait que cette signature, elle renvoie pas un optional, elle renvoie directement mon type final. Ok, il y a la troisième signature, celle-là. Le problème de cette signature, c'est que mon type résultat n'est pas le même que le type de mon stream. Ici, je manipule des paramètres et je veux un string en sortie. Donc, mon premier paramètre, c'est mon identité, donc ma valeur de départ. Ici, c'est mon template. Donc, je pars d'une string qui est mon template. Mon deuxième paramètre, c'est une fonction qui, depuis un string, donc qui est là où j'en suis de mon traitement, et un élément de mon string, ici est un paramètre, me rend un string, parce que faut bien que ça finisse par faire un string, je l'accumule dans un string. Et jusque-là, tout irait bien. Sauf qu'on est en Java, et qu'on est obligé d'avoir un troisième paramètre, qui est qu'est-ce qui se passe quand je rassemble 2 résultats, donc 2 strings ici.
Ce troisième paramètre n'est utilisé, à ma connaissance, j'espère pas dire de bêtises, que dans les parallèles streams, puisque dans les parallèles streams, je vais faire les accumulations sur différents morceaux, et à un moment, il faut bien que j'en fasse un seul. Et donc là, j'ai complètement triché, en disant, comme je ne suis pas sur un parallèle stream, mon troisième paramètre, je vais juste lui dire, regarde le premier. Ça ira très bien. Oh, pardon. Ça ira très bien, et ça fera très très bien la blague. Parce que j'ai à peu près répondu. Donc là, si je vais reprendre un tout petit peu l'algo, je commence avec mon template, donc je parcours tous mes paramètres. Je commence avec mon template. Pour chacun de mes paramètres, je vais remplacer mon paramètre. Et quand j'ai un problème qui ne peut pas arriver, mais j'ai pas le droit de passer nul, il faut fusionner les trucs, je dis garde le premier. Ok? D'autres questions, d'autres remarques, d'autres insultes? C'est une des premières fois où je ne me fais pas insulter. Merci. Merci pour la conférence. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur comment tu fais ou quelles sont les différentes manières de persister ton domaine de modèle? Oui. Est-ce qu'il y a une partie qui t'intéresse plus particulièrement? Peut-être, par exemple, comment tu passes de ton domaine modèle à un mapping Hibernate, par exemple. Ok. Ou si tu fais pas d'Hibernate, qu'est-ce que tu préconises? Bien sûr. Donc comment je passe là-dedans? Donc ici, mon adapteur secondaire, il va recevoir un domaine modèle. Comment est-ce que j'en fais? Typiquement une entité JPA si j'ai envie de faire du Hibernate. Personnellement, dans ce sens-là, je vais avoir sur mon entité JPA, donc qui est mon code Java, qui est le modèle de mes données, je vais avoir une static factory qui prend en paramètre l'objet de mon domaine et qui renvoie mon entité JPA. Ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de garder tous mes attributs et tous mes trucs private, parce que JPA, en fait, si tu annotes @id sur un field, il fait les injections par les fields. Donc là, quand je suis dans les adapteurs, je suis dans le monde de la technologie. Je suis vraiment très très proche de ma techno. Je veux que ma techno soit contente. Donc je peux être vraiment bindé à ma techno. Enfin, par définition, c'est le truc. Donc sur JPA, je fais ça. Et dans l'autre sens, j'ai une méthode toDomain, qui est une méthode de mon objet, qui prend les fields et qui remap dans l'autre sens, globalement. Ça, c'est pour les adapteurs secondaires. Pour les adapteurs primaires, je suis côté back, toujours. Quand je fais du REST, typiquement, je vais faire la même chose. Je vais avoir un objet avec les annotations de Jackson qui vont bien pour faire ce que je veux, une static factory depuis mon domaine, une méthode toDomain dans l'autre sens. Dessus, je rajoute des annotations de bin validation, des annotations OpenAPI, et je suis bien. Et côté front, ça va être globalement la même stratégie, avec une approche peut-être un peu plus fonctionnelle, avec plutôt une fonction plutôt que des classes qui va mapper d'une interface vers une autre. Je vais avoir une interface qui représente, donc une interface TypeScript qui représente mon contrat, le contrat de mon API, une interface TypeScript qui représente mon domaine modèle, et dans mon adapteur secondaire, j'ai une fonction qui passe de l'un à l'autre. Parce que je suis un peu plus dans le monde du fonctionnel. Ça répond ? Messieurs, dames, merci.